Mais son travail nous a permis de voir pendant 7 ou 8 ans une continuité dans la réflexion. Une continuité depuis donc 2012 jusqu'à 2019, il a continué après, mais la publication s'est arrêtée là. On voit que Sidi Nabil a traité de plusieurs sujets, de plusieurs manières, que ce soit en tant qu'universitaire, que ce soit en tant que directeur de l'inventaire, que ce soit en tant que directeur général de l'INP, en tant que membre de la société civile, puisqu'il est fondateur de l'ASM de Monastir. Donc, j'ai Moi, ce qui est intéressant, c'est que, en tant qu'universitaire, en tant que responsable sommet des types de rencontres, parce qu'on passe, par exemple, le chapitre du web du ministre de Culture, de rencontres internationales, c'est-à-dire de l'UNESCO, des institutions internationales, et bien de rencontres universitaires, ça ne veut pas des pays, mais dans tout ça, il y a une directrice. Une directrice qui il était impliqué en tant que directeur de l'inventaire, en tant que directeur général. Normalement, quand on participe à un colloque, ou il y a surtout à un colloque, une grande réunion officielle, et on doit présenter un sujet bien défini, le responsable, quand même, peut passer d'une idée critique, mais en l'enrobant par une approche quand même, parce qu'ils se sont quand même touchés. Mais là, on voit que Sidi Nabil, et ça c'est très important à le dire, n'a pas été complaisant. Il a tranché dans le vif. Et je vous donne un exemple. La recherche sur le patrimoine archéologique, particulièrement à l'Institut national du patrimoine, un état des lieux. Un état des lieux. Et que dit Sidi Nabil? La recherche se fait en solo. Déjà, c'est un constat, la recherche se fait en solo. Elle est strictement personnelle. Et d'ailleurs là, je le rejoins parce que moi, une fois, j'ai lancé une idée, j'ai dit que peut-être l'Institut national, l'Institut national du patrimoine, peut être considéré comme une institution publique-privée. C'est-à-dire que c'est une institution publique, mais les fouilles sont privées parce que chacun a sa propre fouille. Les fouilles de sauvetage, dans des conditions particulières, et il en a parlé dans tout un chapitre à part. Le seul travail en groupe, c'est dans le cadre de la coopération. Mais il le dit avec les Tunisiens minoritaires. Bon. La publication, elle se fait à l'étranger. Et d'ailleurs, avant-hier, je l'ai interpellé au moment de la rencontre tuniso-italienne. Je lui ai dit, Nabil, où
où sont les Tunisiens, c'est-à-dire où sont les Tunisiens dans la mesure où il y a eu beaucoup de publications sur les fouilles qui ont été faites, même si c'est des petites publications, mais quand même, les équipes étrangères avaient leur page sur Facebook où ils donnaient les résultats des découvertes qui se sont faites en Tunisie. Alors que nous, on ignore ça totalement. Donc, peu de coopération avec l'université. Donc, vous voyez qu'un constat pareil est un constat vraiment total, sans complaisance, et il montre par ailleurs toutes les spécialités qui manquent. Et là, c'est un exemple où on peut voir vraiment, c'est un livre à voir. Et je pense que, contrairement à ce qu'a dit Yassine dans la préface, parce qu'il a dit qu'il n'y a pas eu beaucoup de solutions proposées, mais il a eu beaucoup de solutions proposées, et surtout dans le cadre, et Bouthaïna est là, elle partage cette idée, c'est d'une commission nationale du patrimoine. Au moins une commission nationale du patrimoine qui peut avoir une mission dans le temps. Dans le temps, elle va unir énormément de gens et pour faire un constat, pour faire un livre blanc. Et d'ailleurs, ce livre blanc, on le retrouve à peu près dans la moitié des chapitres ou des conférences. Les commissions, on en parle aussi. Et ce qui est bien aussi, c'est que la plupart du temps, on ne reste pas dans un cadre strictement universitaire, strictement entre nous, entre spécialistes. C'est l'ouverture sur la société civile, les associations, les ASN, donc toute une partie du public dont il a fait une analyse toujours sans complaisance, parce que on peut retrouver dans son travail deux études du public. L'une avant la Révolution, où quand même, si on prend le cas des ASM, il y a l'ASM institutionnel qui est très bien organisée, celle l'ASM de Tunis, mais il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi l'ASM de Sfax qui était très active, qui était l'ASM de Kerouan qui était très active et structurée, l'ASM de Monastir avec le peu de moyens par rapport aux autres, mais après la Révolution, on voit pratiquement une disparition de ces ASM. Et qui apparaît sur le terrain, un public, et Nabil en parle comme un public revanchard. Et ça, c'est très important. C'est très important. Un public revanchard, c'est un public, c'est-à-dire qui a voulu prendre sa revanche sur le patrimoine. Il y avait une barrière juridique, il y avait les lois, il y avait il y avait une certaine autorité. Après, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque les dépassements. Et là, il a étayé toutes les étapes, c'est-à-dire entre construction anarchique, entre spoliation de terrain, entre le côté religieux, entre destruction de tombes ou incendier un mausolée, comme ça s'est passé à Sidi Bou Saïd ou à Saïda Manoubir. Donc on voit plusieurs actions en défaveur du patrimoine et vraiment chacune a sa portée, ses raisons, etc. Ce qui fait que la réconciliation avec ce patrimoine devient une opération
très importante. Et si Nabil le dit, il ne s'agit pas d'imposer ça par des textes juridiques, mais c'est une question surtout d'un travail de base, d'éducation, de sensibilisation, d'intéressement positif. Il faut que le citoyen sache que ce patrimoine, et le titre le dit, c'est un patrimoine partagé. Donc ce terme de patrimoine partagé revient énormément. J'ai voulu résumer l'esprit total parce que si on peut dire que chaque chapitre peut constituer à lui seul une conférence, une grande discussion. C'est intéressant aussi, disons scientifiquement, et pour le prestige aussi, de retrouver 3 grands noms sur la couverture. La préface de Sir Mohamed Hassan Fanter, et qui ne connaît pas Sir Mohamed Hassan Fanter, qui n'a pas fait, c'est-à-dire une très longue introduction, mais quand même, il a pu marquer en rappelant l'historique du passage, l'historique de l'INP, les créations qui ont été faites et qui doivent, à partir de ces créations, parce qu'il a parlé du centre des études phéniciennes et puniques de la revue Erepan, mais il s'est lui aussi projeté dans l'avenir en proposant la création de chaires, du libico-berbère, du punique, du latin. La Tunisie a été latine. Nous avons des épigraphistes, mais le nombre est réduit et le latin ne s'enseigne pas comme avant, parce qu'avant, quand même, à la faculté du 9 avril, il y avait un enseignement de latin. Le libico-berbère, mais alors là, totalement absent. En Algérie et au Maroc, ça a pris une autre proportion, mais là, il est totalement absent à l'université. Que dire du punique aussi? Il y a quelques personnes, et là, c'est pratiquement, c'est un vide qui constitue un barrage avec notre identité. Et ça, c'est vraiment catastrophique dans la mesure où, pour accéder à notre histoire, on est obligé de passer par des intermédiaires. Et ça, donc, pratiquement, on ne dispose pas de notre histoire à notre guise. Ça, c'est... Et surtout, il a parlé de la connaissance des langues occidentales. Le français, actuellement, ne peut plus être considéré comme une langue véhiculaire pour l'archéologie. Vous avez vu quand même, les Italiens, par la plupart du temps, ils utilisent l'anglais, c'est la langue internationale, et que dire d'autres langues. D'un autre côté, nous avons Habib Ben Salha. Pour le post-face, Habib Ben Salha, tout le monde le connaît, du moins une grande partie. D'abord, il est universitaire, prof à la Manouba, mais Habib Salha, c'est une institution dans la RTCI, la radio tunisienne, la chaîne internationale, avec des émissions qui continuent, qui se poursuivent et qui attirent un grand nombre d'auditeurs pendant des années. Et Habib Salha, il a parlé en tant que poète aussi. Et j'ai retenu une phrase qui est très belle. Il a dit « Nabil Khalala nous met en garde contre le tarissement de la sensibilité patrimoniale. » Le tarissement de la sensibilité patrimoniale. Parce que si on ne ressent rien devant ce patrimoine, c'est vraiment la fin. Et je pense que tout le monde a vu ce qui s'est passé à la rue du Pacha, Nihaj el-Becha, une demeure qui était en mauvais état, soit
mais qui pouvait être restaurée, une demeure traditionnelle, très belle, etc. Et tout d'un coup, après la chute du mur de l'école, le secrétaire général de la municipalité ramène un tract et il la détruit totalement. Donc, elle a une autorité municipale, alors que l'ASM de Tunis fait partie intégrante d'une municipalité. Il n'y a eu même pas une concertation entre les deux. Donc, vous voyez, donc la sensibilité, elle ne touche pas même les gens qui sont censés, qui sont là, qui sont censés être partis dans la sauvegarde de ce patrimoine. Donc, c'est très important dans la mesure où nous avons au début et à la fin une liaison qui montre les racines et l'ouverture. Il faut rappeler que, comme je l'ai dit, si Hassan Fanter a parlé d'un décalogue. Décalogue, et ça revient aussi à sa formation dans la religion, puisqu'il est spécialiste d'histoire de religion. Décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements que Moïse a eu. Et là, nous avons 10 commandements de Nabil, et ça, c'est très important. Si Nabil, donc, a fait un avant-propos pour expliquer, pour faciliter la lecture, ça, parce que comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un livre qui est rédigé sur une idée du début jusqu'à la fin, mais c'est un ensemble d'articles qui se rapportent à différents aspects du patrimoine. Il avait bien sûr une bonne introduction, une conclusion comme cela s'entend, et pour la conclusion, il dit clairement que le patrimoine est un fait social. Ce n'est pas une affaire juridique. Et ça, c'est la clé. Le patrimoine, c'est une mentalité des gens et de la population. Et là, c'est la profondeur de la réflexion, parce qu'il ne faut pas croire qu'en abordant ces problèmes, ils sont très importants, qu'on peut les résoudre d'un coup de baguette magique. C'est un travail de fond, de base, pluriel, qui doit toucher, sensibiliser la société actuellement, mais qui doit travailler en profondeur les jeunes générations. Et ça, c'est très important de pouvoir insérer, et il le dit, à l'école, cette notion de patrimoine, cette notion d'histoire qui est très importante. Et là, je vous dis que, en comparant, je pense, l'autre jour, en parlant de l'éducation au Japon, etc., ou dans des pays asiatiques, et on remarque que tout ce qui est mathématiques, sciences et tout ça ne sont pas enseignés, ils n'ont pas le poids que nous leur donnons dans notre enseignement. Ils touchent beaucoup plus les sciences humaines, les sciences, et ils ont tout un système pour valoriser aussi ce côté qui donne un côté humain. Actuellement, la plupart du temps, on sort, entre guillemets, des robots. Des robots. Et je pense que l'un des journalistes, l'autre fois, a fait un article qui a eu un écho favorable d'un côté et un écho défavorable de l'autre, où il a montré que l'intégrisme touche les scientifiques et surtout, par exemple, les ingénieurs beaucoup plus que d'autres ont.
Et ça, c'est vraiment, alors que c'est la pointe de la technique, de l'intelligence, etc., qu'on retrouve de l'autre côté, sans réflexion particulière. Voilà, je ne veux pas accaparer la parole parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai lu, relu, je me suis imprégné de cet ouvrage. Pourquoi? Parce que nous partageons énormément d'idées. Tu as établi une liste des spécialités qui manquent à l'INP. Moi, j'avais fait une conférence à la faculté de Sousse il y a 2 ans où j'ai présenté une pyramide inversée. Une pyramide inversée, c'est la pyramide des musées. Des musées. C'est-à-dire, on peut commencer par une idée pour avoir un musée, tel musée. Et puis pour le musée, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher les objets. Donc il y a des gens qui vont chercher les objets, des gens qui vont faire la documentation, des gens qui vont faire la programmation. Puis il y a les scénographes, puis il y a l'architecte pour le bâtiment, il y a le scénographe, il y a l'éclairagiste, puis il y a les autres métiers, puis il va y avoir le guichetier, le responsable de la sécurité de jour, la sécurité de nuit, la sécurité électronique, il y a le médiateur, il y a le conférencier, il y a la bibliothèque, et on voit que tout un faisceau, plus on avance, plus le nombre de métiers augmente. Et tout ça nous manque. Quand on arrive à un musée, on a le guichetier, on a des surveillants uniquement. Il y a des gens, on a fait des enquêtes auprès du public tunisien. Ils se demandent pourquoi les touristes ont des guides, eux ils n'ont pas de guide. Pourquoi? Parce qu'il y a l'absence de ce médiateur entre l'objet et la personne. Donc, voilà, résumé d'une manière générale, je veux laisser la parole aussi bien à Sinabi qu'à l'auditoire pour lui poser des questions. Et je pense que toutes les questions que vous allez poser versent dans les préoccupations qui ont été présentées ici et qui sont diverses, vraiment diverses, parce qu'il a parlé de l'immatériel et heureusement après l'article il y a eu quand même une inscription dans l'immatériel de 3 choses. Il a plaidoyé pour le limite. Et ça, c'est très important parce que avec Altiburos et les résultats d'Altiburos qui doivent impérativement être connus par le grand public et le public scientifique parce que ça change totalement l'histoire du pays. Il a parlé de l'archéologie préventive et normalement l'archéologie, la fouille préventive et l'archéologie préventive doivent aller de pair avec la carte archéologique. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Donc des sujets divers, comme je vous l'ai dit, parce que si on prend l'archéologie préventive, Bouthène peut en parler pendant 2 heures sans s'arrêter. Voilà, je te cède la parole. Et puis, oui, si vous avez quelque chose à rajouter, puis on va passer au public. Merci, cher ami professeur Habib Younes, de cette introduction qui a essayé de donner l'essentiel du contenu du livre. Voilà donc un livre qui porte sur le patrimoine. Ce n'est pas un livre scientifique. C'est un livre, on va dire, un peu technique, administratif aussi, qui verse dans le culturel. Car notre patrimoine, sans qu'on ne le dise clairement, est culturel.
on a l'habitude de dire patrimoine, sous-entendu, il est culturel. Mais évidemment, il y a d'autres types de patrimoine encore. En réalité, cela fait un moment que je voulais parler du patrimoine. C'est-à-dire partager mes idées avec celles de mes collègues, mais aussi des hommes de culture dont la culture patrimoniale constitue quelque chose d'important dans leur identité et dans leur vie d'une façon générale. Et comparer notre patrimoine avec ce qu'on peut voir dans les pays avancés, occidentaux, on ne peut que avoir un certain sentiment de désolation, étant donné le décalage incroyable entre la tenue du patrimoine culturel dans le monde occidental et la situation de notre propre patrimoine. Il est vrai que nous gérons l'abondance. Dans une émission radiophonique, j'ai pu dire que notre problème, c'est à peu près l'abondance de notre patrimoine. Au pied levé, on considère que nous possédons quelques 30 000 à 40 000 sites et monuments, et hauts monuments. Un grand nombre est connu, il est visible, mais bon nombre aussi, disons la majorité, n'est pas bien connu, si ce n'est par ce qu'ils ont laissé comme céramique parsemée en surface. Par conséquent, nous avons un patrimoine énorme, diversifié, qui traverse tous les siècles, qui traverse toutes les civilisations, et c'est peut-être là notre problème. Nous sommes un petit pays qui n'a pas beaucoup de moyens. Ce n'est pas que je le défends bien sûr, c'est mon pays, mais c'est la réalité, crue, toute crue, par rapport, c'est-à-dire qu'il y a un décalage entre cette quantité monumentale de nos vestiges et les moyens dont nous disposons, aussi bien humains que matériels. Ce qui explique d'ores et déjà le problème de ce patrimoine qui est mal en point. Je vous donne juste un exemple. Aujourd'hui, l'Institut national du patrimoine en charge du patrimoine ne dispose que de 13 architectes seulement. Ils étaient 26 il y a une dizaine d'années, sont tous partis, soit en détachement, soit en retraite, et qui n'ont pas été remplacés. Alors imaginez 13 architectes pour une institution aussi importante, pour ce nombre aussi considérable de monuments et de sites, les architectes qui doivent s'occuper de consolidation, de restauration, de mise en valeur, de valorisation, du PAU, des permis de bâtir, des expositions, mais c'est incroyable, c'est tout simplement incroyable. Et à côté des architectes, il y a le corps des chercheurs qui ne sont plus aujourd'hui que de 38. C'est vraiment très en deçà des besoins du pays. 38 chercheurs, c'est moins que le nombre de chercheurs qu'on peut trouver dans un laboratoire de recherche en France, en Italie ou en Espagne. Alors imaginez ces chercheurs qui doivent s'occuper absolument de tout, des expertises, des fouilles programmées, préventives, de sauvetage, des expositions, de l'inventaire, de la carte archéologique et que sais-je encore. C'est tout simplement impossible. Donc on comprend que le patrimoine ne soit pas dans une situation acceptable. Donc il y a des problèmes. Le fait de ne pas le dire, c'est vraiment fermer les yeux sur notre réalité. Moi, je pense qu'il ne faut pas occulter la réalité, il faut aller la voir, la dévoiler, pour essayer de trouver des solutions. Donc, moi, mon problème, alors,
l'idée était quoi? L'idée était de mettre sur la place publique, par un livre, les différents problèmes et questions qui sont échangées entre les collègues, qui sont discutés entre les collègues, techniciens, architectes, chercheurs, etc., administratifs, etc. Donc, réellement, je n'ai rien inventé. Tout ce que vous allez lire, ou vous avez peut-être lu déjà dans ce livre, ce sont des choses colportées entre nous. Et la seule chose que j'ai essayé d'amener dans ce livre, c'est d'essayer de comprendre pourquoi cette situation-là et comment peut-on la dépasser. Je ne vais pas quand même reprendre le livre, d'autant plus que à midi je suis appelé donc à présenter le livre avec ses hafid à la télé. Il vient de me l'apprendre maintenant. Mais pour résumer, je dis que le problème est certainement d'ordre structurel à cause de l'éclatement des institutions patrimoniales en 3 institutions nationales, à savoir l'Institut du patrimoine, l'Agence du patrimoine et la Direction générale du patrimoine au sein du ministère. Éclatement et enchevêtrement à la fois. C'est-à-dire que l'une empiète sur l'autre, ou l'une se décharge sur l'autre. Donc du coup, il y a des confusions au niveau de la prise de décision, mais aussi des confusions au niveau de l'exécution de décision elle-même. Il y a un problème énorme. Premier problème. Le deuxième est celui de la législation. On peut dire que nous disposons d'un code du patrimoine qui date de 1994, qui n'est pas vraiment mauvais, mais qui a fait 100 ans. Cela fait maintenant 30 ans. Il est temps, grand temps maintenant, de le revoir, de le changer. Et notre code du patrimoine, on peut dire, est assez léger. Il compte 97 articles, comparé au code de la France qui compte 657 articles. Donc il n'y a aucune comparaison entre les deux, c'est que notre code est assez superficiel, rapide, et donc ça peut permettre toutes les transgressions possibles et les entorses à la loi, etc. Deuxième problème. Troisième problème, ce sont les moyens, donc financiers et humains, qui nous manquent terriblement. Et quatrième problème que je considère comme étant essentiel, c'est l'absence de conscience patrimoniale chez le citoyen. Une absence presque totale. Ce qui explique, par-delà la loi, les moyens, etc., tous les dépassements possibles, toutes les transgressions, tout le vandalisme qu'on peut observer ici et là, partout dans toute la Tunisie. Et j'ai donné des exemples dans pratiquement 24 gouvernements du pays qui connaissent plus ou moins des transgressions sur le patrimoine. Pourquoi? Eh bien simplement parce que le patrimoine n'est pas conçu et considéré par l'État comme étant un patrimoine partagé avec le citoyen. Parce qu'en fait, qui agit sur le patrimoine? C'est le citoyen. Qu'il soit un citoyen ordinaire, ou un citoyen investisseur, ou un citoyen responsable. Donc quand je parle de conscientisation patrimoniale du citoyen, ça s'adresse aussi bien aux citoyens ordinaires qu'aux citoyens responsables. Parce qu'on constate les dépassements venir de tous bords. Du citoyen simple, mais aussi du responsable. Nous avons le meilleur exemple est celui des kiosques qui ont été bâtis au premier le long du rempart. Et je salue Madame Hazar Suisse, ici même, professeur d'architecture, qui a même donné à ses étudiants de master donc le sujet sur les kiosques de Monastir. Et on les a établis en contrebas du Ribat, qui est un monument classé. Il a fallu toute l'action de la société civile de l'INP par la suite pour parvenir à les enlever. Vous comprenez donc que le patrimoine n'est pas uniquement une affaire de loi, de code, c'est aussi une affaire d'attitude, de rapport par rapport au patrimoine.
Alors en Tunisie, soit on considère le patrimoine comme étant sa propre propriété, on en fait ce qu'on veut, soit on le considère comme étant, c'est-à-dire loin de nous et qui n'a aucun rapport avec nous. Et dans les deux cas de figure, il y a transgression. Dans les deux cas de figure, le patrimoine en pâtit. Par conséquent, ce que j'ai essayé de développer ici, je pourrais répondre à vos questions par la suite, c'est essayer d'inculquer chez le citoyen, depuis l'école, évidemment, l'idée que le patrimoine nous appartient à nous tous. Et parce qu'il nous appartient à nous tous, il est indivisible. C'est-à-dire que personne ne peut en disposer, puisqu'il appartient à l'autre déjà. Et cette idée-là, que j'ai essayé de développer et de montrer à travers mon livre, pourrait, sur la longue durée, peut-être essayer de sauver un tant soit peu ce patrimoine qui est, on peut le voir partout, dans toutes les médinas, n'est-ce pas, on peut le voir partout, dans tous les sites. Partout, il y a des transgressions du citoyen lui-même qui, de façon exprès ou non, transgresse parce que déjà, il ne connaît pas la valeur de ce patrimoine. Il ne s'identifie pas par rapport au patrimoine et le considère comme étant à un moment donné étranger. Il ne lui appartient pas historiquement et identitairement. Donc le patrimoine, c'est un grand problème et il faut parvenir par ce débat-là, donc à essayer de voir quels sont les tenants et les aboutissants. Peut-être en lieu. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait un débat en lieu pour qu'on sache réellement comment essayer de résoudre ces questions patrimoniales qui sont énormes et complexes. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai essayé de développer dans mon livre. J'espère qu'il... Donc je voudrais quand même, ce n'est pas parce qu'il est à côté de moi, mais c'est Hafid Boujmil, je dois le remercier vivement, réellement, parce que dès que je l'ai vu et lui ai parlé de mon livre, il était preneur, il m'a dit je marche parce que lui-même a une bonne conscience de ce que devrait être le patrimoine tunisien. Voilà, je vous remercie et peut-être si vous avez des questions. Merci. Merci beaucoup. Moi, je voulais témoigner mon ami professeur Nabil Kallala, mon amitié et surtout mon appréciation de l'important travail qu'il fait depuis plusieurs années. J'ai 2 points sur lesquels je souhaite féliciter et remercier Nabil. Le premier point, je pense, c'est le fait d'avoir sorti, moi qui suis chercheur aussi, dans un autre domaine très éloigné du patrimoine, mais j'ai toujours pensé, que nos domaines de recherche ne doivent pas rester, je dirais, une exclusivité des chercheurs, etc. Et donc, ce que tu as fait, Nabil, depuis quelques années, c'est le fait d'avoir sorti la question du patrimoine, des cénacles de la recherche et de l'université, d'en avoir fait une question à la portée des citoyens. Et ça, c'est vraiment sûr c'est le travail de l'État. C'est pas seulement le travail de l'État, c'est aussi le travail de chercheurs comme toi et tous les collègues qui sont avec toi, etc. Donc c'est vraiment une question importante et je tiens à t'encourager à faire un peu plus, à continuer ce travail, de mettre à la disposition des citoyens les questions, la richesse du patrimoine tunisien et la richesse de ce patrimoine. Donc c'est vraiment, je t'invite à la limite être moins technique et être, tu sais, moi j'ai écrit des livres, j'ai écrit des articles dans des revues AAA au niveau international. Et puis tu arrives à la conclusion que le plus important c'est d'écrire un essai qui est à la disposition des citoyens. Tu expliques de manière... Et c'est vraiment un travail que tu fais. Je t'encourage à continuer à le faire. Deuxième motif de satisfaction, Nabil, c'est l'énorme travail que tu as fait pour ta belle ville de Monastir et que tu nous as permis
si tu veux, véritablement, moi qui suis ce que tu fais depuis quelques années, et tu as eu l'amitié de partager avec moi tout ce que tu fais et d'en parler assez régulièrement, justement à Monastir. Et je pense que c'est un travail énorme. C'est une implication du chercheur dans la... Il y a une implication sur... On est tous tunisiens, africains, etc. Mais je crois que cet effort que tu as fait, et je pense que c'est un exemple, que tous les chercheurs, au-delà de leurs engagements nationaux et internationaux, s'investissent également dans les villes qu'ils connaissent mieux que quiconque et appliquent leurs méthodes scientifiques dans ce travail. Donc je tiens vraiment à te saluer là-dessus. Et ce que tu as laissé sur le travail, sur les origines et les périodes de l'histoire ancienne de Monastir est vraiment très important, et je pense que toutes les générations de monastériens et de non-monastériens te voudront, si tu veux, un grand merci, une grande appréciation de ce travail. Ce que j'aimerais, c'est que, Inch'Allah, avec des hommes d'affaires, etc., que ce travail ne reste pas au niveau du livre, qu'il donne l'occasion, si tu veux, pour un vrai musée de l'histoire ancienne de Monastir, que les gens peuvent visiter. Et tu te rappelles, on avait même à un moment parlé éventuellement à l'image des rencontres d'histoire de Blois, envisager des rencontres de patrimoine à Monastir, compte tenu de sa richesse et compte tenu du fait que tu viens de cette ville, mais continue cette idée et on sera là pour t'appuyer et pour t'aider. Troisième point, très rapidement, et je pense que, comme beaucoup de domaines, Nabil, l'État ne va pas mettre plus de moyens dans les prochaines années. Les demandes sont très importantes et pratiquement tous les secteurs sont demandeurs. La santé, l'éducation, la sécurité. Et donc, les arbitrages seront très difficiles à faire. Moi, ce que j'ai essayé de faire, et ce qu'on faudra essayer de faire, c'est véritablement faire en sorte, dans des conditions d'ouvrir la valorisation du patrimoine au secteur privé, dans le cadre de la responsabilité sociale. Et véritablement, je pense que si les hommes d'affaires s'investissent dans le soutien, dans la défense du patrimoine de leur ville, comme ils s'investissent dans la défense des clubs de foot de leur ville, je pense qu'ils continuent. Ça, c'est une porte qu'il faudrait peut-être... Je sais que tu as fait beaucoup d'efforts là-dessus, je sais que les retours n'ont pas été encourageants, tu me l'as raconté avec beaucoup d'amertume, mais je pense que c'est une porte qu'il faut ouvrir et qu'il faut véritablement essayer de développer ce partenariat. En tout cas, encore une fois, Nabil, merci et félicitations pour tout ce que tu fais et que le bon Dieu, qu'Allah te donne la santé et le courage pour poursuivre ton œuvre. Merci. J'ai 5 minutes. Merci. C'est Habib Ben Younes de nous avoir introduit et donné un avant-goût sur le livre de notre ami de l'amitié partagée, Sinabil Khalal. Moi, je fais partie des privilégiés à avoir lu ce livre avant même l'ouverture de la foire du livre. J'en tire quelques enseignements, même si c'est Habib Makhaladash Haja. Il a ratissé large à l'image des écrits de Sinabil Khalal. J'ai quand même un questionnement. J'espère que j'ai compris l'esprit de la démarche. J'en parlerai très rapidement. Mais quand même, je pose la question à Sinabil Khalal pour voir pourquoi s'est arrêté en 2019. Alors qu'il aurait pu, avec le sens que je lui connais, aller au-delà de 2019.
une partie de moi, de ce que je considère comme étant une réponse le fait qu'il soit arrêté en 2019, c'est que Nabil Khalel s'est interrogé et parti très loin, à la fois aux sources temporelles et intemporelles de notre patrimoine, des limites jusqu'à la décentralisation régionale du patrimoine, si Nabil Khalel a ratissé large. Si Habib Ben Younes disait à juste titre, et l'auteur d'ailleurs en parlait, sur ces doubles casquettes, moi j'en ai retenu une casquette partagée, c'est la casquette de l'enseignant, du pédagogue, de l'académicien. D'ailleurs, la photo en poste, c'est le recteur du livre qu'on voit ici, c'est la photo de l'académicien. En même temps aussi, c'est aussi à travers l'écrit, c'est la casquette de l'enseignant. Au-delà des responsabilités sur le plan associatif ou bien des responsabilités sur le plan administratif ou plan de la recherche, quand même cette casquette elle est présente. Le cri d'alarme de Nabil Khalel se résume à travers le recto et les versos de cette publication-là. La photo du parc unique au début du siècle dernier, et l'autre verso, c'est le destin. C'est ça un peu la prise le cri d'alarme de Nabil Khalel. Ce que Nabil Khalel dit à juste triste l'intéressement sur notre patrimoine. Moi je me dis que vivement, en second opus, non pas sur le patrimoine partagé, mais sur l'identité partagée. Parce que j'ai ratissé large en lisant la série d'articles compilés, et je me dis déjà, en titre que j'ai tout trouvé, identité partagée, et à la place pour un éveil culturel, je dirais, pour une conscience patrimoniale et culturelle partagée. Dernier point sur lequel je voulais très rapidement dire un mot. Pour ceux qui ne connaissent pas, on dira que ce livre nous a donné déjà un avant-goût de façon prémonitoire sur la nouvelle tendance de créer un office national du patrimoine. Ça, c'est pour quelqu'un qui ne connaît pas, le dira de façon prémonitoire. Ceux qui connaissent Nabil Khalel, et je fais partie de ces privilégiés-là, ce n'est pas un rêve prémonitoire. Je ne parlerai pas ici du contenu qu'on peut donner à l'Office national du patrimoine, mais déjà, les avant-goûts, les éléments, les ingrédients de cette sauce-là, j'espère qu'elle va très bien tenir, sont déjà présents à travers cette belle compilation du patrimoine partagé. Je vous remercie. Daouda Sow, directeur des études et de la coopération internationale, tunisien d'origine mauritanienne, en Méditerranée. Et comme on me demande de me présenter, j'ai eu la présence d'esprit, par ordre de notre amitié, avoir été à l'origine de la coédition de 2 publications de Nabil Khalel sur Monastir. Et là, ce n'est pas l'historien qui parle, le commerçant, et bien ça c'est très bien vendu. Vivement à notre Monastir 3, même si ce n'est pas directement avec l'agence. Voilà. Merci, je vous en prie. Merci Daouda. Boussaïna Maraoui, je suis universitaire, professeur d'histoire ancienne et d'archéologie et spécialiste pour l'archéologie de Carthage. Donc je voudrais encore féliciter une fois encore Nabil Khalel. Donc entre la dernière présentation du livre et aujourd'hui, donc je l'ai lu bien sûr. À ce moment-là, je connaissais juste l'article qui devait être publié dans le colloque de 2018. Mais là, donc, j'ai bien lu le livre et je voudrais le féliciter encore une fois et
Surtout, donc, j'ai vu dans cette analyse fine, donc, de ce patrimoine, j'ai vu les nombreuses casquettes qui étaient évoquées tout à l'heure par Sahbib. Il nous reflète plusieurs points de vue. C'est de là aussi la richesse du livre. Donc, le point de vue de l'enseignant, du chercheur, de l'universitaire, avec une analyse fine donc de tout ce qui concerne donc la recherche, l'université, les solutions qu'il propose donc pour la participation dans ce patrimoine. La casquette du responsable donc investi de plusieurs charges pour ce patrimoine. Et il a fait beaucoup aussi quand il était à la direction de la recherche, quand il était directeur général de l'IMP. Et j'ai vu aussi donc la casquette, le recul du professeur émérite, donc qui s'est déchargé de tous les dossiers donc officiels de l'enseignement de l'IMP, mais aussi le recul qui lui a permis de donner des directions de réflexion et même de proposer des solutions. Les directions donc, qui nous invitent aux réflexions dans ce livre, je les résume plutôt en 3 directions. Donc c'est une invitation à réfléchir sur le moyen pour que le citoyen s'approprie son patrimoine, pour effectivement donc cet appel à un patrimoine partagé. Et donc ça c'est une affaire qui concerne toute la politique à partir de l'école, de l'enseignement. Donc il faut un travail pédagogique au niveau de